Les salons évoluent et ils évoluent très vite même, sous évidemment l'influence de cette extraordinaire évolution digitale que nous sommes en train de vivre. Les salons tentent de coller à ces évolutions en opérant ce que disait Michel Filzi, une profonde transformation, une mutation extrêmement large. Ils ne sont plus seulement des salles de marché où se rencontrent l'offre et la demande, mais deviennent des événements à part entière. Alors, c'est quoi l'événementialisation des salons? Eh bien, pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir, dans l'ordre alphabétique, Philippe Brocard, de la SAFI. Sous vos applaudissements, bien sûr. Bonjour Philippe, vous vous mettez où vous le souhaitez. Allez tout au bout et puis on va aller dans cet ordre-là. Marie-Odile, fondeur de GL Events. Marie-Odile, bonjour. Jean-Claude Giraud du Mondial de l'Automobile. Bonjour Jean-Claude. Corinne Ménégo de Ride Exposition France. Bonjour Corinne. Carla De Oliveira du groupe Hopscotch. Et puis enfin, Éric Pierre-Jean de Comexposium. Bonjour Éric. Alors Éric, vous allez prendre le micro, on va commencer avec vous. Au sein du groupe Comexposium, vous êtes directeur général de la division RAID, qui couvre les secteurs du retail, de l'agriculture, de l'industrie et du digital. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup du salon comme d'un média. D'ailleurs, c'est dans le titre de notre matinée, le média salon. Mais vous, vous dites que le salon est bien plus qu'un média aujourd'hui. Oui, j'ai la joie en général de le dire en disant c'est trop réducteur. Si on considère le salon comme juste un média, d'abord on se met dans une catégorie d'activité qui est beaucoup moins riche que la nôtre, qui d'ailleurs est en perte de vitesse. Vous le savez, regardez les chiffres du premier semestre 2017, tous les médias traditionnels sont en chute. Et nous, on propose beaucoup plus que ça. Il y a deux espaces de croissance, c'est le digital et l'activité événementielle, parce que nous sommes des architectes de la rencontre, de l'interaction. Nous accélérons le business, nous permettons beaucoup d'autres activités. Et en ce sens, je pense que ça fait bien de dire dans les dîners en ville, je m'occupe du média salon, mais nous sommes beaucoup plus que ça, et je pense que toute la filière doit en être conscient et doit le mettre en avant. Corinne Ménégo, prenez le micro. Vous dirigez un pôle regroupant, je crois, une vingtaine de salons professionnels et grand public dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, de la forme et du spectacle. Et vous nous dites en fait que le salon, certes, il est plus qu'un média, mais il est surtout le miroir de son secteur et de ses évolutions. En quoi est-il ce miroir ? Oui, alors surtout c'est plus qu'un média parce qu'en plus c'est fédérateur de tout le monde, en fait, de tous les autres médias. Donc on a cette chance incroyable d'être toujours au cœur en fait d'une activité et d'un marché. Et c'est en ce sens-là aussi où c'est un véritable miroir de son activité, puisqu'en fait un vrai salon qui se porte bien et qui est véritablement actif est un reflet permanent de ce qui se passe dans son secteur d'activité, dans le secteur d'activité qu'il représente. Et effectivement, nos directeurs de salon, on a souvent coutume de le dire, sont des vrais acteurs complètement intégrés dans leur marché et doivent être des acteurs qui font évoluer ces marchés-là. Et donc le salon est, comme disait Michel tout à l'heure, un accélérateur d'activité, un accélérateur de business de tous les niveaux, qu'ils soient grand public ou professionnels. Et on doit être véritablement perçu comme tel. Ce n'est pas encore toujours le cas, donc on a encore du travail en communication sur le sujet. Et c'est bien plus effectivement qu'un média pour le coup. Philippe Brocard, à l'extrémité de cette table ronde. Philippe, vous êtes le directeur général de la SAFI qui organise Maisons et Objets. C'est évidemment le grand salon professionnel international dédié à l'art de vivre, la déco, le design. Le salon est donc plus qu'un média, mais j'aimerais que vous nous rappeliez en fait ce qui constitue vraiment le socle, les fondamentaux d'un salon leader aujourd'hui. Alors déjà, il y a le secteur sur lequel vous vous trouvez et la manière dont il est organisé. Si vous êtes sur un secteur qui est très atomisé, vous avez plus de chances d'être leader que si vous êtes sur un salon sur un secteur qui est excessivement concentré, parce que vous allez pouvoir apporter de la valeur ajoutée à des petites et moyennes entreprises. Et c'est ça qu'elles recherchent. Le deuxième point, l'international, et là on voit le rôle de Promo Salon. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir un salon leader si vous n'avez pas une vocation internationale, parce qu'encore une fois, vous devez être capable d'apporter de la valeur et de permettre à vos exposants de pouvoir se développer
non pas uniquement sur le territoire national, mais à l'international. Et là, c'est important de pouvoir s'appuyer sur Promo Salon. Le troisième élément, c'est la nouveauté, l'expérience. Michel en a parlé. Si vous êtes sur un secteur où il ne se passe pas grand-chose, votre salon il va avoir du mal à se développer. Donc il faut que vos exposants soient en mesure en permanence de trouver de nouvelles idées, des innovations, des nouveaux produits. Et en même temps, vous devez être capable, vous, de vous réinventer en tant qu'organisateur, notamment quand vous avez des salons une fois par an ou 2 fois par an. Donc ça, c'est l'expérience. C'est le contenu de votre offre exposant, mais aussi tout ce que vous allez faire autour, expériences, conférences, workshops, forums d'inspiration, forums de tendance. Donc donner envie aux gens de venir et se déplacer sur le salon. Quatrième élément, il est important, c'est de pouvoir bénéficier d'une infrastructure et de ressources dédiées. Donc vos équipes, vos talents, des gens qui sont capables en permanence de se remettre en question, d'innover. Et aujourd'hui, on en a besoin, donc c'est vos équipes. Ce sont nos prestataires, les parcs d'exposition. On est ravis d'avoir Laurent aujourd'hui, parce que si on ne se met pas à niveau par rapport à nos compétiteurs à l'international, on va avoir du mal à se développer. Nos fournisseurs et bien entendu les institutionnels, les pouvoirs publics, la ville, la région. Donc on était un peu inquiet, mais Didier tout à l'heure nous a rassurés. Les choses vont aller beaucoup mieux dans les mois à venir. Mais c'est important, Michel l'a rappelé, si on n'a pas un soutien, une reconnaissance des territoires, c'est compliqué aussi de pouvoir assurer un service et une expérience forte. Dernier élément, mais je vais être court parce qu'on va en parler tout à l'heure, c'est la capacité, aujourd'hui encore plus demain, de pouvoir être actif à la fois sur l'événement physique, mais aussi sur le digital, c'est-à-dire d'arriver tout au long de l'année à être capable d'apporter de la valeur ajoutée, d'apporter des opportunités de business à nos clients, et pas uniquement pendant 3, 4 ou 5 jours. Donc voilà les 4-5 idées qui permettent de pouvoir développer un salon leader. Alors Philippe, Corinne, Eric, vous nous le dites, la vocation des salons s'est enrichie de nouveaux attributs, mais le salon lui-même, aujourd'hui, n'a plus rien à voir, évidemment, avec ce qu'il était, ne serait-ce que 10 ans en arrière. Vos salons deviennent de véritables événements, mais j'aimerais vraiment savoir ce que recouvre cette réalité. C'est quoi, finalement, cette événementialisation des salons? Jean-Claude Giraud, vous avez repris l'an dernier, vous avez repris la direction du Salon mondial de l'automobile, qu'on n'appelle plus d'ailleurs Salon mondial de l'automobile, vous allez nous le dire, on l'appelle le mondial de l'auto. C'est évidemment, je le répète, le plus grand salon auto du monde et l'un des plus grands événements grand public de France. Vous avez annoncé récemment un salon nouvelle mouture en 2018 et j'aimerais savoir ce que vous allez faire justement pour événementialiser ce fameux mondial de l'auto. Oui, d'abord j'ai changé effectivement et je veux en faire une marque, le mondial de l'auto, de manière à qu'on puisse parler du mondial de l'auto en dehors des 15 jours tous les 2 ans. Et vous verrez au fur et à mesure du temps ce que j'en ferai. Une marque que j'ai voulu aussi tirer un peu vers le haut, mondial de l'auto Paris, parce que je mets en exergue Paris. Quand je vais dans les salons étrangers de l'auto, que je dis que je suis le patron du salon du mondial de l'auto de Paris, les jeux s'écarquillent. Et donc, il faut plus encore travailler là-dessus. Et donc, c'est pour ça que la relation avec les politiques que nous avons évoquées est importante. Et je suis en relation avec la ville de Paris pour vraiment qu'on soit partenaire l'année prochaine et que, effectivement, la maire de Paris, la présidente de la région, le gouvernement puissent recevoir tout au moins les CIO, les grands patrons de toutes les marques étrangères qui viennent à mon salon, de manière à vraiment internationaliser et qu'ils soient reçus par la France et Paris, pas seulement par le commissaire général, parce que ma poignée de main avec eux n'a pas beaucoup d'importance, mais s'ils sont reçus par les hauts pouvoirs politiques de notre pays, ça donne une autre influence à ce mondial. Le message est lancé. Donc oui, je leur dis souvent et je ne lâche pas. Je veux changer aussi parce que dès que je suis arrivé l'année dernière, c'est vrai que j'ai pris, pour ceux qui ne savent pas, j'ai pris 4 mois avant l'événement l'année dernière, bien que j'étais administrateur depuis 2009, mais donc ça n'a pas été trop facile, mais c'était passionnant. Et je constatais que tous les salons de l'auto restaient un peu sur le même fonctionnement pendant des années. Ça a pu perdurer, mais avec le changement en plus qu'il y a dans l'automobile, on a un renouveau du monde de l'automobile, il faut changer. Et dès que je suis arrivé, j'ai dit je ne suis pas un loueur de mètres carrés. Ça me tient à cœur, parce que si c'est que ça, je n'aurais pas pris la fonction. Il faut effectivement donner
faire rêver le public qui vient. On a un grand public qui sont assez fidèles. Mais je veux aller conquérir un autre public, par exemple les plus jeunes, parce qu'on constate, c'est vrai que l'âge moyen d'achat d'un premier véhicule est assez élevé déjà, mais que tout le monde rêve de la voiture. Dans mon bureau, j'ai une affiche de 1994 du mondial, et on n'arrête pas un rêve qui marche. Et on voit un enfant qui rêve devant les voitures. L'année dernière, j'ai vu les mêmes yeux rêveurs des enfants. Donc il faut toujours faire rêver les gens, et pas seulement par des expositions de voitures. Et donc j'ai créé, alors je remets pour ceux qui ne savent pas non plus, le mondial de la moto en même temps que l'auto, parce qu'aujourd'hui la mobilité, surtout dans nos grandes villes, est très mixte, je dirais, parce qu'on passe un transport en commun avec la voiture, le scooter, la moto. Et donc, pour attirer plus de monde aux constructeurs de la moto, je fais le mondial de la moto dans le hall 3 de la porte de Versailles. Et je crée aussi un mondial de la mobilité, où dans un des halls, on parlera de tout ce qui est mobilité, mais ces exposants-là ne montrent pas de voiture. Je ne vais pas citer, mais quelques-uns quand même, Blablacar, Waze, etc., Free to Move, qui n'ont pas de voiture à montrer, mais qui ont énormément de choses à apporter au monde de la mobilité. Donc les regrouper dans un hall, et je fais ce qui ne s'est jamais fait à Paris, le lundi, un keynote sur la mobilité en général, justement, qui va au-delà de ce que présenteront les CEO le lendemain en conférence de presse. Je sais déjà que de nouveaux constructeurs présenteront des nouveautés, comme tous les 2 ans, des nouveautés, mais le lundi, on parlera de la mobilité de demain. Donc un élargissement. Et puis comme il ne faut pas oublier le passé, parce qu'on est le seul salon au monde si vieux, puisque la voiture est née à Paris, dans la banlieue parisienne. Le premier salon de l'automobile créé par l'Automobile Club de France a eu lieu en 1898, donc je vais fêter les 120 ans. Et là aussi, quand je dis ça à mes camarades des autres salons étrangers, 120 ans à Paris, donc nous sommes toujours à Paris. J'ai coutume de dire que les politiques passent sur la voiture, on entend dire différentes choses. Le salon reste à Paris. Le salon va être un grand événement. Et on va faire aussi du hors les murs, ce qui va être un peu la première fois. C'est-à-dire que je vais utiliser des circuits qui sont à Montlhéry ou à Mortefontaine. Je fais des actions pour renforcer la présence de grandes marques de luxe qui n'avaient plus l'habitude de venir à Paris, ou certaines qui ne sont jamais venues à Paris, parce que justement, nous sommes un salon grand public. Mais le salon grand public, comme je le disais précédemment, vient rêver avec des voitures très chères et très belles. Donc il faut créer cet événement global. Et je pense que hors les murs aussi, c'est important, parce que la porte de Versailles, et je vais utiliser le hall 7 tout à l'heure qui a été cité, effectivement, qui est magnifique. Et donc on va utiliser ce hall, mais on ne va pas rester seulement à la porte de Versailles. Donc il y aura d'autres événements, et d'autres événements dans Paris. Pour l'instant, mes propositions ont été accueillies avec enthousiasme, donc je continue dans cette piste-là. Oui, donc plusieurs salons en un salon, des événements liés à des sujets un peu périphériques à l'auto, comme la mobilité. Donc on prend un peu de la hauteur et on multiplie les formats là-dessus, sur la mobilité. Puis on sort du salon stricto sensu, du lieu, la porte de Versailles, pour essayer d'irriguer au-delà de la porte de Versailles et de pouvoir peut-être en effet faire participer les Parisiens davantage au salon. C'est ça l'objectif de cette événementialisation. C'est tout à fait ça. Aller au-devant de la population aussi qui ne viendrait pas au salon, pour les faire rêver sur la voiture. Donc tout type de voiture ou tout type de transport, avec la voiture au milieu, pour faire un véritable événement médiatique. On a 10 000 journalistes qui viennent l'année dernière. Il y a 10 000 journalistes, je vais en avoir encore plus. Et à chaque fois que je suis dans les salons, je suis allé dans les salons où j'ai été aidé par Promo Salon d'ailleurs, à Séoul ou à Shanghai, et je vais à Tokyo, au salon de Tokyo, dans 15 jours, pour rencontrer les journalistes, surtout les journalistes étrangers, pour leur vendre, entre guillemets, le salon de Paris, les faire rêver aussi, pour qu'ils viennent, ou s'ils ne viennent pas, avec le digital, on en parlera tout à l'heure, pour donner encore plus de renommée à ce salon. Nous sommes en concurrence, vous le savez, avec d'autres salons européens. Des constructeurs disent 3 salons en Europe, c'est peut-être beaucoup, donc il y a des remises en cause. Et s'il n'en reste qu'un, voilà.
On espère que ce sera vous, évidemment. Marie-Odile, fondeur, vous dirigez le pôle agroalimentaire, restauration et hôtellerie du groupe GL Events, notamment les salons Europen et CIRA. Quand on préparait cette table ronde, vous me disiez, moi je dirige de véritables salons événements. C'est quoi aujourd'hui un salon événement pour vous? Alors aujourd'hui, un salon événement, c'est des événements dans l'événement. D'abord, c'est une expérience pour moi, un salon. Les exposants, les visiteurs viennent à un salon pour vivre une expérience. Et c'est à nous, en tant qu'acteurs de la filière et même experts de la filière concernés par le salon, d'organiser, d'animer les communautés concernées, à la fois exposants, visiteurs, et d'organiser des événements dans l'événement pour créer cette interactivité qui n'existait pas il y a 30 ans ou 40 ans, où il suffisait d'ouvrir un hall avec des exposants et des visiteurs. Ça, c'est terminé. Et donc, il faut aussi amener du contenu. Faire de la prospective, donc on fait travailler des tendanceurs, des designers pour imaginer ce que va être le marché ou la filière dans les 5 ans à venir et illustrer ce qui va se passer, donc ces tendances, dans le salon, sur des espaces qui sont designés. En Europe, on a les salons les plus beaux qui puissent exister, puisqu'on utilise, ce qui n'est pas le cas dans le reste du monde, hein, que ce soit en Asie, au Moyen-Orient ou aux États-Unis, où les salons sont très low cost. Et donc nous, ça nous coûte très cher, effectivement, d'organiser tous ces espaces. Et on crée cette interactivité qui fait que les exposants eux-mêmes font appel à des designers pour avoir des beaux stands. Donc on arrive dans un lieu qui est beau, où on vit une expérience, où il y a une ambiance, on crée une atmosphère grâce à tous ces événements. Donc nous, par exemple, on a 20 concours sur le CIRA, 20 concours sur 4 espaces concours et des espaces tendances illustrés. On a même un espace qu'on appelle le 6e sens, où on illustre les 5 concepts de restaurants qui vont voir le jour dans le futur. Et alors, pour arriver à ça, on organise entre 2 éditions du CIRA, 22 événements par an, en France et dans le monde, qui vont animer ces communautés et faire converger vers la manifestation finale à Lyon tous ces gens qui viennent du monde entier. Alors les événements qu'on organise, ça peut être sous forme de sélection nationale ou continentale de concours, comme le Bocuse d'Or. Ça peut être des mini-CIRA à l'étranger, dans 5 pays, qui respectent l'ADN du salon, avec des événements dans l'événement. Ça peut être des dîners de chefs. Donc on a imaginé le premier dîner de chefs à Lyon, à l'hôtel de ville, en l'honneur de Paul Bocuse, et avec comme hôte le maire de Lyon. Donc on a fait 4 éditions de ce dîner. Ensuite, on a fait d'autres dîners. Le principe de ce dîner, c'est de rassembler les chefs entre eux. Il y a très peu de civils, il y a des partenaires, mais qui font 1/6 du nombre de convives. Et donc les chefs sont heureux de se retrouver entre eux. On a fait ça à Rio, à Budapest, dans le monde. Et ça fonctionne très très bien. Donc ils sont heureux de se retrouver. Bon, le dernier qu'on a organisé, c'était la semaine dernière à l'Élysée. Donc là, c'était vraiment la reconnaissance suprême de la gastronomie française, du rayonnement de la gastronomie française dans le monde. Et les chefs sont très reconnaissants d'avoir organisé ce type d'événement. Parce que pour eux, c'est vraiment le summum de ce qu'ils peuvent attendre. Surtout qu'en France, partout dans le monde, la gastronomie est supportée par les gouvernements, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent en France. Donc pour nous, c'est très important pour l'avenir de nos événements et puis l'avenir de cette filière. Faire vivre, donc vous le disiez, faire vivre l'événement toute l'année à travers des événements périphériques, de l'interactivité, de l'expérience, ça c'est important pour vous, de l'expérience, du contenu. Et puis, vous me disiez, quand on préparait cette table ronde, et on rebondit d'ailleurs sur ce que disait Jean-Claude Giraud, qui disait, moi je veux élargir ma clientèle, attirer les jeunes, et vous me disiez, moi ce que je veux, c'est absolument m'inspirer à chaque fois des comportements des millennials, cette fameuse génération aujourd'hui qui est en train de prendre le pouvoir. Oui, ces millennials, donc la tranche d'âge de 19 à 35 ans, qui fera 50% de la population de demain, sont des gens qui ne veulent plus de marque, qui zappent en permanence, qui sont très très exigeants, qui veulent tout, et aussi s'intéressent beaucoup à leur santé, à leur bien-être. Et en plus, si on peut reverser 1 euro à une ONG, c'est encore mieux. Donc il faut satisfaire les attentes de tous ces millennials. Et donc c'est pour ça que nous travaillons avec des tendanceurs pour imaginer les solutions de demain à leur apporter. Alors on illustre aussi une tendance, par exemple, on a organisé le mondial de la bière, parce que la craft beer, c'est une tendance mondiale. Et curieusement, dans les visiteurs, il y avait 80% de millennials.
Ouais, en effet. Ouais. Donc on voit bien que les codes des millennials sont en train d'irriguer toute l'économie et en particulier, en tout cas, vos salons aujourd'hui. Voilà. Ils sont évidemment, on les anime avec les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. On en reparlera justement un peu plus tard de ces réseaux sociaux. Carla De Oliveira, vous êtes directrice générale adjointe du groupe Hopscotch, à la demande du GIFAS, le groupement français des industries aéronautiques et spatiales, propriétaire évidemment du Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Vous avez conçu chez Hopscotch et vous avez réalisé le Paris Air Lab, un événement justement dans l'événement. Je vais vous poser quelques questions sur cet événement, mais on va regarder tout de suite quelques images pour voir un peu à quoi ça ressemble. On va tout de suite, la technique, pouvoir lancer cette petite vidéo en images. C'est très bref, mais ça donne déjà quelques indications. Carla, avant de nous dire un peu ce qu'est vraiment cet événement, pourquoi vous l'avez créé cet événement, ça répond à quel cahier des charges finalement? Alors peut-être de préciser qu'il s'agit d'une co-création et d'une co-construction avec le GIFAS et le SIAE, parce que ça a été vraiment une collaboration dans la durée et effectivement, la production en tant que telle était gérée par le Salon du Bourget. Nous, on est vraiment intervenus en accompagnement, conseil et en co-création. Effectivement, le Salon du Bourget, le Paris Air Show, est un salon aujourd'hui leader dans son secteur, mondialement connu, reconnu. Vous le disiez, il est reflet d'un secteur, il se porte bien, l'aéronautique et le spatial. Donc le Salon du Bourget, finalement, se porte bien. On peut effectivement se demander pourquoi, finalement, créer ce genre d'initiative. À mon sens, c'est justement avec la volonté très forte qu'a le SIAE et le GIFAS de rester leader, de rester un salon performant, c'est-à-dire d'anticiper sur l'avenir, de tenir compte des évolutions et des mutations qui s'opèrent actuellement, tant effectivement dans l'univers du salon, que moi je connais moins personnellement, mais dans les visitorats, les exposants qu'on recherche. Et donc il y a eu une étude qui a été commandée auprès de la société Altran pour identifier finalement quels étaient les axes majeurs de développement du salon dans le temps. Les axes majeurs d'évolution. Et il y en a 3 qui sont ressortis, alors on les retrouve, c'est ce qui a été dit depuis tout à l'heure, mais il y a effectivement la digitalisation, le fait de devenir de plus en plus interactif, connecté. Finalement, c'est des conversations qu'on engage au quotidien quand on est sur un salon, physiquement, mais en dehors. Il y a un deuxième axe qui est celui de la théâtralisation, donc on peut appeler expérientiel, effectivement, être de plus en plus interactif, être dans une logique d'expérience visiteur amplifiée. Et le troisième axe, c'est celui de l'innovation, de fait, et c'est d'autant plus important quand on est le Salon du Bourget, puisqu'on doit être le reflet d'un secteur de pointe et d'innovation qui est celui de l'aéronautique et du spatial. Alors ça, c'est pourquoi vous avez créé ce Paris Air Lab. En quoi c'est un concept original ? Alors déjà, c'est un événement dans l'événement. Tout à l'heure, ça a été dit également. Effectivement, on a investi un hall, qui est le hall Concorde, donc qui est plutôt un très bel écrin, puisqu'on a deux beaux Concorde qui sont aussi des symboles d'innovation. Et on l'a complètement dédié à la prospective et à l'innovation. Et on est finalement en rupture avec les codes, on va dire, traditionnels des salons. C'est-à-dire que quand on est dans les autres stands, dans les autres halls du Bourget et qu'on arrive dans le hall Concorde, on est clairement dans un autre univers parce que on n'est pas dans des logiques de stand classiques. Il y avait tous les grands groupes industriels qui étaient là, mais qui n'affichaient pas forcément leur présence. On parlait de la notion de marque. Ils étaient pourtant bien là, bien présents et en proposant des contenus.
On était à la fois disruptif finalement dans la forme, c'est important, donc la mise en scène, la scéno. Oui, c'était des ponts-lumière, c'était des parcours, mais pas du tout linéaires. C'était un univers très inspiré de l'univers des startups, finalement, beaucoup de couleurs, voilà, pas de linéarité, des éléments un peu plus fun, comme oui, on retrouve des babys, des fat boys. Voilà, c'est aussi un lieu où on prend du plaisir. Et évidemment, la forme, c'est une chose, mais ce qui est le plus important quand même, c'est le contenu qu'on va créer dans ce type de manifestation. Et je pense que ça a été vraiment la richesse de Paris Air Lab, parce qu'on avait un contenu et une programmation très riche qui s'appuyait évidemment sur les axes identifiés par l'étude, mais qui était avant tout un enjeu de se dire il faut qu'on propose un contenu qui permette une véritable découverte, donc des contenus inédits. Donc on avait à la fois des grands groupes industriels, des programmes de l'aéronautique et du spatial qui présentaient des innovations collaboratives qui n'étaient pas vues ailleurs et dans les autres halls d'exposition. Il y avait plus de 100 startups sur la semaine, des startups qui travaillent en collaboration, qui créent des passerelles avec le monde de l'aéronautique et du spatial, qui étaient présentes avec des îlots thématiques. Donc tous les jours, elles changeaient, ces startups quand même, c'était un exploit. Et du coup, évidemment, on a adapté le contenu entre le contenu de la semaine qui est plutôt professionnel et le contenu du week-end plus grand public. Donc c'était aussi un besoin de s'adapter au public et aux communautés auxquelles on s'adresse. Il y avait aussi, donc ça c'est la dimension vraiment découverte, contenu inédit. Il y avait une vision portée aussi par cet événement, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut qu'on porte une vision sur la prospective, sur demain, et donc on avait à la fois des keynotes de grands CTO de grands groupes qui étaient là, suivis de pitch de start-up, mais on avait aussi des conférences, alors des battle conférences, effectivement, où on croisait des regards. Donc on avait un astronaute et un physicien, un sociologue, voilà, des univers très, très variés qui confrontaient finalement les regards sur l'aéronautique et le spatial de demain. Et enfin, de l'expérientiel, beaucoup, avec notamment des espaces très immersifs de réalité virtuelle. On en existe plein autour de l'aéronautique et du spatial. Donc voilà, des expériences à vivre constamment. Au final, le bilan, il est quoi? Il est satisfaisant? Quel résultat vous en tirez? Je pense qu'il est plutôt satisfaisant, puisque pour une première édition, on a eu donc plus de 50 000 visiteurs sur la semaine, sachant que évidemment, c'est un des événements du Bourget. Ce qui est important, c'est aussi la résonance au-delà, c'est-à-dire la couverture médiatique qu'on a eue autour de cette manifestation, et surtout la résonance digitale, puisque évidemment, nous, ça a été une communication qui a été menée en amont pour voilà, créer une notoriété, en tout cas une connaissance de cette manifestation, et surtout sur place. Et d'ailleurs, on a fait venir pendant toute la semaine une youtubeuse qui s'appelle Florence Porcel, qui vulgarise en fait des programmes autour de l'aéronautique et spatiale. Elle a une chaîne YouTube qui a je ne sais plus combien de dizaines de milliers de followers. Et du coup, elle aussi a permis de donner plus d'amplification encore à ce contenu, sans compter les conférences qui étaient streamées, etc. Donc oui, un résultat plutôt positif et une opportunité, je pense, pour le Salon du Bourget d'élargir aussi les publics, le visitorat, puisque à travers ce genre de contenu, on n'intéresse pas que des publics qui aiment l'aéronautique et le spatial, c'est-à-dire qu'il y avait des passerelles avec d'autres univers, le numérique, le digital, voilà. Donc je pense que c'est une belle réussite et que dans 2 ans, ce sera encore mieux. Bon, on se donne rendez-vous dans 10 ans alors. Corinne Ménégo, on vient de voir déjà, on a une idée beaucoup plus précise de ce qu'est l'événementialisation des salons aujourd'hui. Vous êtes, je le disais, à la fois sur du grand public et sur des salons professionnels. Est-ce qu'il est aujourd'hui plus facile d'événementialiser des salons grand public que des salons professionnels ou pas? Je ne sais pas si on peut dire plus facile, ça n'est jamais facile. En revanche, ce qui est vrai, c'est que quand on a des salons grand public, notamment sur des salons très communautaires, puisqu'on a la chance d'avoir un certain nombre de salons chez nous, avec une filiale qui s'appelle Read Pop et qui développe des salons très dédiés aux fans de pop culture, sur un certain nombre de choses comme Comic-Con ou du jeu vidéo à l'étranger, ou ce genre de choses, des Star Wars Convention, etc. On est vraiment sur des publics qui sont réunis par une même passion, quelque part. Donc, quelque part, l'animation de cette communauté est probablement plus simple comme ça, en théorie en tout cas. Après, je rebondis sur ce qu'on disait. Je pense que globalement, tous nos salons, qu'ils soient B2B ou B2C, et les B2B devraient s'inspirer de beaucoup de codes de B2C probablement sur beaucoup de choses, nos communautés en fait, de visiteurs ont toutes évolué, ont toutes changé dans leur manière d'appréhender le salon et les attentes qu'elles en ont.
Donc notre rôle, effectivement, avec un événement, il est vraiment d'axer sur les éléments qui sont différenciants par rapport à ce qu'ils ont toute l'année. Et il y a quand même quelque chose qu'on ne pourra jamais remplacer et que nous faisons quand même très bien, c'est la rencontre. Oui. La rencontre, la richesse, effectivement, de la rencontre avec quelqu'un, c'est l'émotion qu'on ressent aussi en visitant quelque chose, en retrouvant quelque chose, en découvrant, en parlant avec quelqu'un. Et ça, ce sont des clés qui sont absolument indispensables et qu'on doit tous utiliser quelque part. Et on voit bien, toutes les expériences qu'on met en place et les événements sont plutôt d'ailleurs dans cette logique-là. Donc cette animation de communauté, elle est absolument fondamentale. Je pense qu'on a intérêt effectivement à travailler de plus en plus là-dessus. Et plus on le fait, plus il est facile de le faire toute l'année grâce à des événements, à des Facebook Live qu'on fait également très régulièrement sur un certain nombre de salons grand public, à des programmes effectivement qui s'inscrivent sur le territoire avec des opérations hors les murs qu'on fait sur quasiment aujourd'hui, je pense plus de la moitié de nos salons globalement en B2B ou en B2C. Donc ce sont des sujets qui sont déjà assez communément répandus, je dirais, dans l'industrie aujourd'hui. Après, je pense que le point essentiel et dont on n'a pas trop parlé, ça reste quand même l'authenticité et la sincérité. C'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quoi comme événement, c'est super. Perdre ça. Mais si effectivement on perd le sens de ce qu'on fait et le message qu'on veut avoir, je veux dire, c'est bien de faire venir des gens, mais si ces gens ne sont pas ou des porteurs de business à un moment donné, ou effectivement des vrais fans parce qu'on cherche des fans, ou des gens qui sont passionnés par l'industrie qu'on est en train de servir, on aura perdu notre objectif qui est quand même de faciliter à un moment donné la rencontre entre des acteurs, l'acte marchand quand même qui existe fondamentalement et qui est un des basiques quand même de notre métier et qu'il ne faut pas qu'on oublie non plus. Oui, on théâtralise, certes, mais attention de ne pas oublier quand même l'authenticité, c'est évidemment un point très important. Qui est une des valeurs clés de nos futures générations, hein, parce que c'est vraiment le sujet sur lequel ils sont le plus à cran, entre guillemets. Hein. Bien sûr. Donc les décevoir est un acte criminel. Alors on voit quand même que dans cette événementialisation, le digital prend une place évidemment prépondérante, Éric Pierre-Jean. Alors vous, votre division intègre des salons directement en lien avec l'univers du digital. On l'a bien vu, non seulement aujourd'hui, malgré les risques qui ont été évoqués en introduction, le digital n'a pas tué le salon aujourd'hui, mais il est même indispensable au développement des salons. En quoi est-il vraiment indispensable au développement des salons ? Écoutez, je pense qu'on a pu avoir la crainte d'avoir une concurrence terrible du digital par rapport à ce qu'on faisait. Parce que si un visiteur, un fan passionné trouve sur Google ce qui l'intéresse, il ne va plus aller, il ne va plus nous rejoindre à l'occasion d'un salon. Je pense que cette notion de salon virtuel, elle est un peu derrière nous. En revanche, je pense qu'on a un champ devant nous pour créer le salon augmenté. Le salon augmenté, c'est quoi? C'est tout ce que le digital va permettre de faire pendant, après et autour de l'événement. Et c'est un champ, d'ailleurs, sur lequel on est tous en exploration. On a des applications digitales diverses et variées qui sont aussi liées à l'arrivée des technologies. L'iPhone a 10 ans, les applications moins de 10 ans. On est capable aujourd'hui de klaxonner et de faire toutes sortes de choses. À nous d'en tirer le meilleur profit. Le premier niveau, évidemment, il est très pratique. On a tous développé des signalétiques digitales et autres éléments. C'est la base. Ouais. Le deuxième niveau, c'est déjà la rencontre, l'industrialisation, l'optimisation de la mise en relation. Et ça, comme il y a d'un côté une demande de profil de plus en plus qualifié du côté des exposants, mais aussi une demande d'efficacité du côté des visiteurs qui ont moins de temps à passer, qui veulent être efficaces dans leur logique de rencontre, on arrive avec le matchmaking, avec la rencontre d'affaires, à faire des choses beaucoup plus faciles à mettre en œuvre aujourd'hui qu'on ne pouvait le faire il y a 10 ans. Et enfin, il y a surtout le défi de l'engagement tout au long de l'année. C'est-à-dire que le digital, en dehors de l'événement, nous permet d'avoir un engagement avec une communauté, d'animer cette communauté tout au long de l'année pour ne pas faire le fil du contact avec elle et pour garder son attention. Et là, on a aussi une chance qu'on peut exploiter, nous, c'est qu'on a un formidable contenu sur les salons. On est capable de créer du contenu par des événementialisations, on est capable de valoriser aussi ce que font tous les exposants, qui chacun dans leur domaine crée des animations et crée du contenu. Donc on a la capacité à nourrir cette communauté grâce aux canaux digitaux pendant tout le reste de l'année, y compris de créer des satellites, de créer des rendez-vous, en s'adaptant aussi aux nouveaux réflexes des millennials. Je prends un exemple tout simple sur le Salon du Cheval qui a une cible assez nette. C'est plutôt adolescent, voire plutôt adolescente, très connectés. Ce sont des centaines de milliers de fans sur Facebook.
peux vous dire que quand vous lancez quelque chose sur Facebook, ça réagit très vite. Et il faut apprendre à faire des meet-up avec des blogueuses. La première fois, vous êtes un peu surpris en disant il faut faire ça, mais il faut s'adapter à leur mode de consommation de l'événement. Et là, donc, on rentre dans un champ d'expérimentation, le salon augmenté grâce au digital. Et ça, c'est notre défi commun. Et là, on est bien au-delà d'un média. Donc, salon augmenté, favoriser la rencontre, améliorer l'engagement. Tiens, j'aimerais qu'on illustre un peu ces points forts avec quelques exemples. Philippe Brocard, je le disais, vous étiez patron, vous êtes le patron du salon Maison et Objets. Vous avez créé une plateforme qui s'appelle MOM. Cette plateforme est un outil en fait, qui permet de vivre l'expérience du salon toute l'année. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette plateforme MOM? Qu'est-ce que c'est? D'abord, quand on a réfléchi à MOM, on ne s'est pas dit tiens, on va faire du digital. Ce qu'on essaie de faire, c'est tous les matins de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos clients à être mis en relation, à développer leur business. Et on a beaucoup de chance sur Maison Objet, c'est qu'on a beaucoup de petites entreprises. Et on a beaucoup de petites entreprises qui comptent sur nous pour les aider à développer leur société. Et donc, on s'est dit, avec une plateforme digitale, avec un écosystème digital, j'en parlerai après, parce qu'il n'y a pas que la plateforme MOM, on va pouvoir être capable de les mettre en relation toute l'année avec des opportunités de business. Et donc, on a souhaité que leur offre, qui est présente uniquement pendant 5 jours sur le salon, soit visible tout au long de l'année. Et donc, on a créé cette plateforme qui aujourd'hui, après une année de lancement, a plus de 25 000 produits. On a généré en l'espace d'une année un petit peu plus de 70 000 leads. Donc 70 000 leads, c'est 70 000 opportunités d'affaires, c'est-à-dire des gens qui, à un moment donné, rentrent en contact sur la plateforme avec une marque pour leur demander un catalogue, une demande de rendez-vous sur le salon, un devis, etc. Et autour de ça, on a poussé sur les réseaux sociaux l'ensemble des produits. Et aujourd'hui, en l'espace de 2 ans, on a 270 000 followers sur Instagram, on a 365 000 followers sur Facebook. Et donc, du coup, on a un véritable écosystème qui permet à nos marques, à nos exposants, de rendre visible leur offre et qui permet à la communauté professionnelle d'être en permanence informée de ce qui se fait de nouveau dans la déco, le design, le mobilier, etc., etc. Et donc, c'était vraiment cette idée de départ qui n'était pas « tiens, on va faire du digital parce qu'on est allé à 3 conférences et on nous a dit que c'était bien ». On est vraiment parti de c'est quoi le besoin, comment on peut accompagner les entreprises tout au long de l'année en les mettant en relation dans le monde entier avec des opportunités d'affaires. Ça, c'est intéressant. On tâtonne encore dans le digital ou on arrive à une certaine maturité aujourd'hui dans le monde du salon? Je dirais, en termes de technologie, les choses ont évolué. Ce n'est pas aussi compliqué que ça ne l'était, même si c'est un métier totalement différent de celui des salons. Et on a créé sur une équipe dédiée qui ne s'occupe que de digital, avec des profils qui n'ont pas grand-chose à voir avec les gens des salons. Mais en même temps, ça permet à nos équipes salons de se nourrir de ces nouvelles compétences et de ces nouvelles expériences. Donc c'est vraiment un métier qui est à part de celui des salons, qui nécessite des expertises différentes. Alors Jean-Claude Giraud, vous nous aviez dit que pour le Mondial de l'Auto, vous alliez créer plusieurs événements dans l'événement. Vous nous avez parlé de formats, d'hybridation des formats, de faire un salon hors les murs. Dans le digital, vous avez aussi des nouveautés pour le Mondial 2018 ? Oui, là, je dirais, on était assez en retard, donc on va vraiment se développer. Je reprends exactement tout ce qui a été dit là-dessus. Et effectivement, moi, tout mon souci, aussi bien pour l'événementiel que le digital, c'est donner du retour sur investissement à mes exposants. Parce que c'est ça qui est le plus important. S'ils n'y retrouvent pas, s'ils ne prennent pas de commandes ou de contacts actifs, les salons vont moins les intéresser. Donc, toujours l'objectif de retour sur investissement. Et le digital en est un. Je veux travailler avec eux plus pour qu'on puisse préparer des visites lorsqu'on connaîtra le visiteur qui aura pris son billet aussi électronique. On était aussi peu développé aussi là-dedans. Quand il nous évoquera sa passion, c'est les voitures électriques, c'est le sport, c'est les voitures anciennes, on pourra lui préparer sa visite. Et ça a un gain de temps pour lui, un intérêt pour les exposants dans le domaine concerné. Et en plus, je veux éviter ce que j'appelle depuis l'année dernière le visiteur touriste. C'est bien un visiteur touriste parce qu'il prend son billet, mais
j'ai constaté le temps moyen de notre salon de visite, c'est 4h32, ce qui est important en temps moyen. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent toute une journée au salon. Mais j'ai constaté l'année dernière, en allant discuter un peu avec certains visiteurs, qu'ils ont un objectif, soit renouveler leur voiture. Et je rappelle que l'année dernière, il y a eu beaucoup de commandes ou de prises de contact qui se sont concrétisées par des commandes au bout de 3 mois. Donc ça, c'est aussi important en termes de ROI. Donc beaucoup de commandes. Ils vont sur un objectif, ou voir notre exposition traditionnelle, ou voir quelque chose. Et après, j'emploierai le mot, ils errent un peu entre les différents halls. Et s'ils n'ont pas la bonne information, ils vont rater des choses. Et quand ils vont voir le 20h ou le magazine spécialisé automobile le mois suivant, ils vont dire « Ah, je ne savais pas, j'ai loupé ça ». Et ils regrettent, et il faut attendre 2 ans pour qu'ils revoient. Donc on a perdu un intérêt, on a fait un déçu, et ça, avec le digital, on va pouvoir éviter ça, et vraiment leur donner un ordre de priorité sur leur priorité à eux, et récupérer de la data pour nos exposants et pour nous. Donc ça, on était très en retard là-dessus. Ce qui n'empêche pas, effectivement, donc le virtuel, c'est bien parce que les gens qui ne peuvent pas se déplacer à Paris ou qui ne viendront pas à Paris pourront visiter le salon quand même, pendant et après, parce qu'on peut encore le voir longtemps après. Mais ça n'empêche pas ceux qui peuvent se déplacer de venir. Parce que rien remplace, les gens veulent toucher la voiture, monter dans la voiture, voir les gadgets, voir ce qui se passe, mesurer la superficie, le volume du coffre, etc., pour leurs besoins familiaux, etc. Donc les gens ont besoin de toucher. Donc c'est très complémentaire, mais pour tous nos visiteurs qui ne peuvent pas se déplacer, il faut qu'ils viennent le voir quand même. Et ça c'est intéressant. Alors j'en profite aussi pour dire, j'ai entendu parler de gastronomie. Justement, dans mon Mondial Limited pour mes véhicules de luxe, ça va être par des grands chefs qui vont recevoir ces VIP du monde entier qui viennent acheter des voitures de 200 000 € à 2 millions. Donc, on développe cela aussi. Et les startups, dans le Hall 7.3, on va développer pendant 4 jours Mondial Tech, donc des rencontres pour les grands groupes automobiles avec des startups du monde de la mobilité. Et organisées professionnellement, là aussi, en termes de visite, un peu comme un musée. C'est-à-dire que si la direction développement d'un grand constructeur veut voir les startups d'un certain domaine, on leur organisera la visite de 9h à 10h par exemple, et l'autre grand groupe le verra après. De manière à ce que ce soit des rencontres grands groupes startups, B2B, mais organisées et non pas dans un brouhaha total. Un autre événement, en tout cas dans l'événement. Marie-Odile Fonder, on parlait de gastronomie, vous nous parliez justement de réseaux sociaux et comme quoi les chefs étaient fanas des réseaux sociaux. On les voit partout sur les réseaux sociaux, ça c'est évident. Aujourd'hui, le social media, ça a pris une place prépondérante aujourd'hui dans votre activité. Oui, bien sûr. On doit être présent sur tous les réseaux sociaux et ils sont différents en fonction des pays, par exemple. Il y a WeChat, il y a Instagram dans certains pays. Et donc on utilise beaucoup ça, on fait des posts toute l'année. Je crois qu'on a obtenu 2,6 millions pages vues sur l'année pour le Bocuse d'Or, par exemple. C'est énorme. C'est énorme. Et bon, nous sommes créateurs d'émotions et on doit essayer de retransmettre toute cette émotion à travers les posts qu'on fait régulièrement, les mini-vidéos qui ne doivent pas durer plus de maintenant, je crois, 30 secondes. On dit que c'est la limite. On dit que c'est la limite. Mais bon, les vidéos, c'est en 2020, ce sera 80% des contenus sur les réseaux sociaux. Donc c'est évidemment important d'en faire. Voilà. Donc on fait des mini-clips, on fait des témoignages et on utilise aussi des influenceurs pour faire venir. Donc il y a maintenant des blogueuses ou des blogueurs qui sont devenus des influenceurs de certaines communautés et qu'on utilise pour attirer de nouvelles communautés sur nos événements. Donc des équipes évidemment dédiées à ça, avec ces compétences-là. C'est des nouvelles compétences en tout cas dans vos activités. Oui, on a un community manager, ça devient indispensable, spécialisé par filière. Et puis on fait appel aussi à des gens extérieurs. Bon, je suis désolé, on est un peu pris par le temps. On resterait beaucoup plus longtemps avec vous, on a encore plein de choses à apprendre. Mais en tout cas, vous nous avez donné quelques repères, quelques mots-clés sur les évolutions du Média Salon. Mesdames, Messieurs, un grand merci.